Mon nom est Monique Leroux. C'est un bonheur d'être ici. Alors, je suis administratrice de société, plusieurs expériences, évidemment, dans le secteur des affaires. J'ai été présidente des chefs de direction du Mouvement des Jardins. J'ai aussi d'autres expériences, entre autres à la RBC. Et c'est un bonheur pour moi d'échanger aujourd'hui avec Nadine. Alors, Nadine. Plaisir. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Nadine Renaud-Tinker. Je suis présidente de RBC au Québec. Ça fait maintenant 25 ans que je travaille à RBC et mes expériences d'affaires ont été dans plusieurs lignes d'affaires justement à RBC, que ce soit au niveau de l'entreprise, commerciale, la planification financière, les succursales, des rôles de gestion, évidemment, et des rôles aussi de contributeurs individuels. Et donc, je dis tout le temps, les dernières 25 années ont été 25 années d'entrevue pour m'amener où je suis aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, d'être avec toi, Monique, aussi. Alors, écoute, Nadine, c'est un bonheur partagé. Et j'aimerais commencer notre discussion en te posant la question. Tu viens d'évoquer 25 ans. Oui. Alors, tu nous parles, ou tu me parles, d'expériences qui t'ont marqué sur un angle d'expérience personnelle, professionnelle, au niveau de la diversité. Oui. J'en ai plusieurs. Là. Je suis sûre que tu en as plusieurs à oui, partager oui, aussi. Je te laisse aller dans un premier temps. Mais je vais commencer par plus au point de vue personnel. Je pense sincèrement que ce qu'on vit dans nos vies d'aujourd'hui, où je suis rendue, beaucoup de ma jeunesse a façonné aussi qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment je me suis rendue ici. Puis mon intérêt au niveau de la diversité et l'inclusion, ça débute dès que je suis enfant. J'ai grandi dans 12 pays. Dès que j'avais 6 mois, j'ai quitté le Canada et puis on a vécu dans 12 pays par la suite. D'accord. J'ai commencé à vivre au Canada à 18 ans. Donc vraiment, mes expériences de vie sont ailleurs. Comment ça se fait que tu as fait autant de pays si rapidement? Oui. Alors vraiment, mes parents travaillaient pour les affaires étrangères. Ah oui, d'accord. Et puis c'est toujours important de savoir parce que ça aussi, ça fait partie de ma vie puis de mon expérience. J'avais pas la petite cuillère, la petite cuillère d'argent non plus, là, mais mon père n'a pas fini l'université, il n'a pas fini son collège. Ma mère n'est pas allée à l'université. Mes parents ont juste trouvé une façon de bâtir une vie où ils auraient beaucoup d'expériences différentes à l'extérieur du Canada, même sans éducation, mais ils se sont éduqués à travers justement les affaires étrangères, leurs expériences. Et leur objectif, c'était de s'assurer que moi, j'allais chercher le plus d'expériences de vie possible. Et effectivement, quand tu vis dans 12 pays, tu vas chercher beaucoup d'expériences de vie. En Afrique, en Europe? Mes parents aimaient beaucoup l'Afrique, donc plusieurs pays en Afrique, évidemment. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Sud, Est et tout. Europe, Asie aussi. Mais honnêtement, j'ai passé la majorité de mon enfance en Afrique, là. Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Kenya. En tout cas, il y en a 12, fait que je ne vais pas tous les nommer. Bien sûr, mais c'est sûr que ça a façonné qui je suis parce que quand tu changes de vie et de pays à tous les 2 ans de ta vie, là, mais ça te force à t'adapter constamment. Ça te force à trouver ta place de la bonne façon constamment. Tu n'es pas nécessairement accepté partout où tu vas. Donc, finalement, comme pour te sentir inclus, il faut que tu t'organises pour le faire. Et ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement acquis partout où tu vas. Puis j'ai une petite histoire intéressante de ce côté-là parce que... moi, je veux l'entendre. Oui, parce que, tu sais, j'ai 12 pays, plein de déménagements, plein de voyages, tout ça. Mais là où ça a été le plus difficile de m'adapter, tu ne devineras jamais, c'était au Québec. Au Canada, oui. Quand tu es revenue? Oui, quand je suis revenue. Parce que quand tu rencontres, j'étais jeune, là, j'avais 18 ans, là, mais quand tu rencontres des gens au Québec ou au Canada, ils ont grandi ensemble, ils ont étudié ensemble. Absolument. Moi, j'arrive c'est ça. comme un cheveu sur la soupe. Il y a une forme de communauté. C'est ça. Moi, je ne la connaissais pas, la communauté encore. Donc, je revenais tous les étés au Québec, mais j'ai pas grandi ici. Donc, ça a été un plus gros ajustement. 1, la culture. 2, le froid. Oui, bien sûr. Mais sérieusement, là, après 1 an, là, j'étais tellement contente de vivre chez nous. Puis d'ailleurs, c'est moi qui ai fait le choix à 18 ans de vivre dans mon propre pays quand mes parents ont dit, tu as 18 ans, tu nous suis à Singapour ou alors, tu fais tes études au Canada. Puis j'ai dit, je vais rester au Canada chez nous. Alors, ça a été un ajustement difficile, mais très, très, très heureuse d'être revenue puis de pouvoir avoir travaillé ici dans les dernières années aussi. Et donc, ça a un peu, j'imagine, façonné ton approche quand tu es rentrée dans le milieu professionnel? Oui, mais définitivement. Tu sais, quand tu es habitué à faire du changement constamment dans ta vie, tu es plus ouverte d'esprit.
quand tu t'es pas nécessairement toujours senti inclus, tu t'organises pour le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Là. Tu recommences à zéro tous les 2 ans. Donc, oui, c'est le changement fait partie de moi. Puis c'est comme si maintenant je cherchais cette évolution-là, ce changement, ces défis-là dans ma vie, même si je vis encore au Canada. Là. Donc, ça façonne qui je suis puis qu'est-ce que je fais. Mais en même temps, il y a des apprentissages que tu veux peut-être partager, à savoir, quand tu dis il a fallu que tu t'adaptes. Donc, il y a une dimension à la diversité et inclusion qui va des 2 côtés. Oui. Donc, des gens qui sont là et qui reçoivent des gens, entre guillemets, différents et qui donc, d'une certaine manière, doivent s'ouvrir. Mais en même temps, les gens qui joignent le groupe, qui joignent cette communauté, doivent aussi peut-être s'adapter. Tu veux nous partager qu'est-ce que tu as retenu de ça? Oui, parce que est-ce que ça va des 2 côtés, autrement dit? Est-ce que cette dimension de diversité, d'inclusion, il y a comme un effort partagé? Oui, je pense que oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, comme tu le sais, puis j'ai hâte d'en entendre plus sur tes expériences aussi, mais la chose, c'est que si tu as vécu des moments ou des expériences où tu ne t'es pas nécessairement senti inclus, ou alors simplement que tu t'es senti comme il fallait vraiment faire un effort pour te sentir inclus, tu ne veux pas que quelqu'un, en tout cas pour moi, je ne veux pas que quelqu'un d'autre autour de moi, que ce soit en affaires ou dans ma vie personnelle, se sente non inclus là, ou exclu. Là. C'est mon objectif numéro 1. Mon équipe là, aussi, là, c'est d'inclure le plus de monde possible dans nos équipes, dans nos décisions, dans ce qu'on fait. Ça prend un petit peu plus de temps d'aller chercher la voix de tous et chacun, mais ça fait une grande différence quand tu es dans un environnement inclusif. Puis ça se fait pas tout seul. Tu sais, il faut que tu as beau avoir les valeurs dans l'organisation ou les valeurs personnelles, je pense que quand tu l'as vécu d'un côté ou de l'autre, tu vas vouloir le créer, cet environnement-là qui est inclusif. Fait que parle-moi un petit peu de toi, de tes expériences aussi, Monique. Alors, c'est un chemin qui est vraiment complètement différent parce que je n'ai pas vécu comme tel dans 12 pays. J'ai eu l'occasion de voyager dans énormément de pays plus tard, mais j'ai vécu dans un environnement, au contraire, qui était plutôt très stable, très francophone. Vraiment, je suis un peu le produit de la Révolution tranquille du Québec. Et donc, ce qui m'a été pour moi un déclencheur de cette dimension de diversité, d'ouverture, c'est dans un angle un peu différent. C'est moins sur la dimension communautaire, sur la dimension de diversité de pays, que sur la dimension de la diversité de ce que l'on peut être comme personne. Je m'explique. J'ai eu une bourse du gouvernement du Québec pour joindre le Conservatoire de musique à l'époque. Et de me retrouver dans un environnement où j'étais relativement jeune par rapport aux autres, et dans un environnement où, par la force des choses, là, quand on est dans le milieu artistique, créatif, musical, art dramatique, nous avons tous les caractères. Il y avait une diversité d'hommes et de femmes, il y avait une diversité de communautés, mais il y avait surtout une diversité de personnalités qui, pour moi, qui avait plutôt été élevée dans un cadre, je dirais, de valeurs très claires, francophones, similaires. Ça a été pour moi un choc. Et ça a été un choc de constater qu'il pouvait y avoir des gens, franchement, éminemment différents autour de moi, mais qui apportaient une contribution à ce moment-là. J'étais éblouie par leur capacité artistique, ce que j'étais très disciplinée, très organisée, je pratiquais le piano, j'avais d'assez bons résultats, mais je n'avais pas cette espèce-là de niveau d'émotion que les autres avaient. Alors, ça m'a amenée à réaliser que c'était peut-être mieux pour moi d'aller faire un autre parcours et de choisir quelque chose d'autre. Et là, diversité d'expériences professionnelles complètes. Donc, je suis allée dans le domaine comptable, finance, etc. Pour là, me retrouver, donc dans les années, moi je suis donc un produit du début des années 80, la réalité, c'est que des femmes dans les classes de finance, de comptabilité, etc., là, au Québec et au Canada, mais au Québec en particulier, alors on était à peu près 5 %. Alors, je regardais mes collègues, qui étaient essentiellement des collègues masculins, et là, ça a été pour moi un choc, qui avait donc vécu dans un milieu du conservatoire où là, on était vraiment dans une certaine forme de diversité. Et donc, là, rentrer dans le rang, rentrer dans
une zone ça t'a ouvert les yeux un petit peu sur les opportunités, c'est ça. Que la diversité que j'avais connue pendant un certain temps s'exprimait de façon complètement différente, différemment, à travers un milieu beaucoup plus structuré, etc. Et ça m'a amené par la suite, évidemment, à joindre un cabinet comptable, parcours classique, pour me rendre compte qu'encore une fois, la dimension homme-femme n'était absolument pas au même niveau, bien qu'il y avait un accueil qui était plutôt favorable, qui, à ce moment-là, dans les années 80, reconnaissait que le talent n'était pas juste, finalement, nos collègues masculins. Et j'ai eu à apporter, à ce moment-là, au nom de mes collègues féminines, un premier dossier d'équité, parce que, sans rentrer complètement dans toute l'histoire, je n'étais pas certaine que notre rémunération était la même que mes collègues masculins. Et on connaît la réponse. Voilà. Et je me rappelle cette histoire où j'étais allée frapper à la porte de l'associé en charge donc du cabinet à Montréal pour lui poser respectueusement mais fermement ma question. Je n'ai jamais été tellement gênée. Mais tout en étant respectueuse. Et je dois avouer que ça a été un élément déclencheur. Et par la suite, juste pour compléter un petit peu cette histoire, quand je suis arrivée comme première présidente de l'Ordre des CPA du Québec, rentrer dans les salles, de voir tous ces portraits de mes collègues masculins on en parlait tout à l'heure. Oui. Ça a été pour moi, en fait, un choc. Un choc de dire, c'est pas toujours facile de faire le ski de fond quand on est la première à passer, mais l'idée, c'est de dire comment on va faire la piste et surtout faciliter, finalement, la piste pour ceux et celles, surtout celles qui vont suivre. Alors, ça, c'est une partie. Il y a d'autres histoires que je pourrais te partager, entre autres avec ma fille, qui est d'origine chinoise. Ça a été aussi pour moi d'autres apprentissages de voir à travers un enfant que tu adoptes, qui devient finalement ta fille à tout égard, mais dont le regard des autres. Tout à fait. Puis tu sens le jugement un petit peu, hein? Amène une question sur la diversité, voire l'inclusion. Oui, mais c'est super intéressant parce que je sais, on a deux filles. Je ne sais pas quel âge a ta fille aujourd'hui? Ma fille vient d'avoir 26 ans. Ma fille, elle a 14 ans. Et évidemment, nos enfants sont nos fiertés. Hein? Absolument. Mais c'est sûr, dès son jeune âge, j'avais remarqué qu'elle avait de la difficulté à s'intégrer. Puis, tu sais, en tant que mère, mais tu connais tes enfants, mais j'ai jamais été une mère qui paniquait. Là. On connaît nos gens, on connaît nos enfants, on sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais j'ai toujours vu qu'elle ne s'intégrait pas comme les autres enfants dès sa jeunesse, dès 2 ans. Puis je comprenais pas pourquoi, parce que c'est une fille tellement intelligente. Puis plusieurs années, je disais au professeur, je disais non, il y a quelque chose qui marche pas dans sa façon d'analyser les choses, dans sa façon de comprendre. Et ça a pris des années, mais à 10 ans, on l'a diagnostiqué autiste. Et puis, ce que j'ai remarqué dans les années qui sont allées jusqu'à 10 ans, c'est à quel point, au fur et à mesure qu'elle vieillissait, justement, à travers les yeux de ma fille, mais comment est-ce qu'elle était malheureusement exclue parce qu'elle n'était pas comme les autres enfants. Alors, à ton point tout à l'heure, c'est pas juste la couleur de la peau, c'est pas juste comme... toute la diversité que tu vas trouver, elle va être sociale, elle va être culturelle, elle va être au niveau de la nationalité, au niveau homme-femme, tout ça. Il y a plein de diversité qu'on peut couvrir. Et dans ton cas, ta fille qui arrive dans un environnement probablement très similaire, tout le monde est similaire aux autres. Puis moi, c'est ça qui m'a choquée quand je suis arrivée au Québec. Je me suis dit, mon Dieu, je suis tellement différente. C'est pas ma peau, elle est pareille, mais je suis tellement différente comment je pense. Voilà. Et puis, pour ma fille, ça a été vraiment difficile. On avait ça, je le partage pas souvent, là, mais c'était difficile pour elle de s'intégrer parce qu'elle n'était pas acceptée, parce qu'elle pensait pas comme les autres. Puis des pensées de suicide, c'était vraiment, vraiment des moments difficiles de vie. Là, on est bien entouré, on a un système qui fonctionne. Là, je la vois à 14 ans, complètement épanouie, qui s'accepte elle, parce qu'elle s'accepte elle, le reste autour d'elle l'inclut aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, mais en même temps, je ne m'attendrais jamais à ce que ma fille devienne social butterfly. C'est pas son style. Je comprends. Mais c'est des choses qu'on voit, puis qu'on vit, puis ça façonne aussi qui on est. Absolument. Puis au niveau de l'entreprise... Mais peut-être avant d'aller sur l'entreprise, c'est très rare que je parle de ma fille. Peut-être que le dialogue qu'on a nous amène là. Mais je me rappelle d'un moment
très précis. La chance, c'est que nous étions avec elle à ce moment-là, OK. où on se retrouve avec des amis Oui. et d'autres enfants. Et donc, autour d'une piscine. Oui. Donc, on est un peu plus loin, on jase entre nous. Et je vois à un moment donné les enfants qui rencontraient Anne-Sophie pour la première fois, qui lui disent « T'es différente, toi. Oui, c'est sûr. Tu ressembles pas à tes parents. C'est quoi ça? D'où tu viens? Qu'est-ce que... » Et là, Anne-Sophie, honnêtement, mais elle avait peut-être à ce moment-là autour de 5 ans. Oui. Je la vois un peu réservée, mais c'est exactement un peu C'était le contraire de comme ta vie. question. Elle est très outgoing, donc très sociale, etc., etc. Donc, je la vois réservée. Et là, je n'ai rien fait. Je me suis juste approchée pour voir un peu la conversation. Et elle a été en mesure de commencer à répondre. Et ce qu'on a fait par la suite, donc on n'a pas fait d'incident, mais le lendemain, j'étais à Sophie, on va se parler de ça. Mais là, je me suis rendu compte en rétrospective... Heureusement que vous étiez là parce que... Exactement, je ne l'aurais jamais su autrement. Ouais. Alors, on en a parlé, sachant par ailleurs que la dimension de l'adoption, elle est rentrée dans la famille, elle avait 8 mois. Donc, dès son jeune âge, les photos de l'adoption, etc., tout était là. Tu commençais le début. Donc, elle ne savait pas exactement, elle regardait ça sans trop savoir qu'est-ce que c'était. Donc, elle le savait, mais c'était la première fois que des personnes la confrontaient dans cette différence. Et ça a été une belle conversation parce que ça m'a ramené aussi à ma jeunesse où ma mère, en fait, j'avais des parents que j'ai adorés, me disaient, Monique, tu seras peut-être un peu différente, mais la réalité, c'est que la différence, tu peux au contraire en faire un élément de levier. Oui. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de partager avec Sophie en disant, bien, et de la même façon que j'avais vécu dans le milieu professionnel, sur lequel on va revenir, le fait d'avoir été souvent la première femme, ou toi, Anne-Sophie, d'être différente, d'une certaine manière, tu peux en être fière. Tu peux partager ça. Ça ne devrait pas empêcher ta confiance. Au contraire, ça fait partie de ce que tu es, ce que tu apportes. C'est l'engin, en fait, la différenciation. Exactement. Faisant un effet de levier, et ce que je suis contente quand je regarde ça maintenant, on a tous, évidemment, nos enjeux comme personne, mais elle est très fière de ce qu'elle est, mais en même temps, pour elle, elle se sent totalement dans ses racines ici. Tout à fait. Donc, parce que c'est un peu ça quand on est parent, hein, c'est de dire, puis avec les gens qui nous entourent aussi des fois, c'est de dire comment on peut donner des racines pour faire en sorte que la plante, par la suite, puisse finalement grandir dans l'environnement. Se sentir que tu appartiens aussi. Alors, tout ça pour dire que ça me touche énormément ce que tu partages. Mais je trouve que ça donne de l'espoir, hein, Monique, parce que les enfants qui lui ont posé cette question-là, ça aurait pu, premièrement, ne pas être posé puis juste parler dans le dos. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec ma fille, comme complètement isolée dans son coin, puis personne ne lui parle, personne ne lui répond, puis tu sais, c'était vraiment... Puis tu le sentais, le jugement, là, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas, pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas bonjour, pourquoi est-ce qu'elle ne te regarde pas, pourquoi... Mais non, mais c'est parce qu'elle elle pense différemment, là, tu sais, donc mais de reconnaître et de célébrer la différence, comme tu le dis avec ta fille, c'est tellement important. Moi, je suis tellement fière d'être différente, justement, et fière de ma fille qui est différente, que je veux lui donner l'énergie de remarquer que, justement, c'est elle qui va amener la différenciation dans le monde d'aujourd'hui. Mais allons-y maintenant dans une perspective professionnelle. Même si toi et moi, je pense que d'une certaine manière, on se ressemble sur le plan de nos valeurs fondamentales, puis notre façon de penser, parce que c'est pas juste une question de dire on va faire une politique, puis on va appliquer, puis il va y avoir des hommes, puis des femmes, puis c'est des chiffres. C'est tout autre. Une question d'attitude, une question finalement profonde au niveau de nos valeurs personnelles. Comment tu as vécu ça en entreprise? Comment tu vis ça, que ce soit à la RBC ou dans ton milieu, d'amener cette notion de diversité, d'inclusion en fonction de ton expérience? Mais tu sais, premièrement, comme je ne serais pas à RBC si les valeurs n'étaient pas alignées aux miennes. Fait que ça, c'est clair dans ma tête. Je sais que tu les connais très, très bien aussi. Et ça serait très difficile pour moi de représenter une organisation qui ne prône pas la diversité et l'inclusion vraiment au plus profond de nous-mêmes. Alors, il faut qu'il y ait un volet personnel, donc que tu sois un leader ou un gestionnaire ou un exécutif, bien, c'est quoi
ta part là-dedans, en tant qu'individu ou en tant que gestionnaire, mais aussi personnellement, est-ce que ça vient te rejoindre? Alors déjà, moi, quand j'ai commencé à RBC, ça a été la première chose qui est venue me chercher. C'est les valeurs d'inclusion, les valeurs de collaboration. On n'est pas compétitif entre nous, on est compétitif comme organisation, on cherche l'excellence, comme tu sais, mais en même temps, on travaille pour s'entraider et justement, on est inclusif. Et tu as mentionné les chiffres. Bien, les chiffres, il faut qu'ils soient là. Il faut mettre une base comme où est-ce qu'on veut se rendre, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Mais les chiffres, on ne les aura jamais si on n'est pas authentique en tant que gestionnaire, en tant que leader et en tant qu'employé. Parce que ça commence par nous, mais aussi, il faut que nos employés, mettons at the top, mettons at the bottom too. Il faut que les employés le sentent, le vivent et s'engagent aussi. Parce que la diversité et l'inclusion, c'est l'affaire de tous. L'exclusion, quand tu vois un événement qui exclut quelqu'un, que ce soit des microagressions, il y a beaucoup d'améliorations dans le monde d'aujourd'hui, là. Mais en même temps, quand tu vois des microagressions qui se passent, est-ce qu'on lève le doigt pour dire ça là, ça ne représente pas RBC ou quel que soit l'organisme comme tel. Il faut être capable de faire du speak-up de ce côté-là. Alors, du côté du gestionnaire, mais du côté aussi de chaque employé, de chaque individu, de faire une différence. Moi, c'est venu me chercher, mais je l'ai vu évoluer aussi dans les 25 dernières années, là. On s'entend, il n'y avait pas beaucoup de femmes au commercial ou à l'entreprise quand j'étais là. J'étais la première de tous mes clients, là, quand j'ai travaillé dans le logistique, là, puis tout ce qui est transport, quand j'étais au commercial. J'étais la première femme. Tu as commencé en quelle année? À RBC, en 98. 98. Oui. OK. Oui. Alors on s'est croisés. On s'est croisés. Puis je te connaissais déjà sans te connaître. J'entendais parler de Monique Leroux, même si j'étais comme ailleurs, parce que je n'ai pas toujours été au Québec, comme tu le sais. Bien sûr. Oui. Donc, mais j'étais la première, comme quand tu travailles dans les succursales, qui était mon début de carrière, il y a une super belle diversité. On représente la communauté, hommes, femmes, minorités visibles. La communauté dans laquelle on travaille, ça fait partie de qui on est. Même que les femmes sont souvent même largement appelées à des rôles de service. C'est encore le cas, fait que faut évoluer ça. Mais quand tu rentres dans un monde de finance ou de corporatif ou de commercial, bien, on a pris un risque sur moi. Je n'avais pas encore mon MBA. J'avais étudié en psychologie puis en finance, mais pas en comptabilité. Là. Moi, j'ai fait psychologie, finance c'est un bon mariage. Oui, c'est ça. Et planification financière. Mais il fallait prendre un risque sur moi. La personne qui a un bel impact avec le client, dans la business, tout ça, beau leadership, mais qui n'a jamais travaillé en comptabilité comme telle, on va la mettre devant des clients entrepreneurs, des CEO, pour analyser des balance sheets. C'est ça la réalité. Là. Oui, le relationnel, ça se fait bien, mais le reste, la partie finance, il faut que tu comprennes. En tout cas, puis j'étais la première femme directeur de compte commercial à tous mes clients, et tous mes clients étaient tous des hommes, parce que j'étais dans une industrie qui était très homme. Je n'étais pas au niveau du retail ou quoi. Bien sûr. Alors, mais ça a été pour moi un révélateur. Je me dis, waouh! Bon, les gens se questionnent au début. Ah, première femme, on va voir qu'est-ce qu'elle sait faire. Mais je dis non, moi, j'ai l'opportunité de justement, comme toi dans ton expérience de vie, dans tout ce que tu as fait, de donner l'exemple que, justement, une femme en affaires, ça peut avoir de l'impact. J'ai de l'entrepreneuriat dans le sang, dans le cœur, dans la tête. Moi, ça me fascine, les entreprises, puis qu'est-ce que tu bâtis derrière une entreprise. Right? Alors, les chiffres, c'est juste des chiffres. Les chiffres, ça raconte une histoire. Exact. Donc, j'ai commencé à prendre ma place en tant que première femme dans ce rôle-là, mais ça continue tout au long de ma carrière, même si on a beaucoup de diversité. Du moment où tu commences à rentrer en finance, tu le sais, là, ça s'améliore beaucoup, mais je suis encore souvent la seule femme autour de mes clients hommes, autour de la table. Mon équipe, j'ai de la diversité parce que nous, on le développe constamment. On fait très attention, on le vit tous les jours et on développe nos talents dès le jeune âge, là, pour avoir une belle diversité tout au long. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, de constater comment, pour faire le point sur ce que tu disais, on peut faire la différence. Tout à fait. Et je pense que tu fais la différence, tu as fait la différence. Je crois aussi, d'une certaine manière, avoir pu contribuer à cette dimension, certainement homme-femme. Bien sûr. Parce que tu référais à ton expérience. Donc, on s'est croisés à ce moment-là. Et on est actuellement dans les locaux de RBC avec une vue fantastique sur Montréal.
qui me rappelle beaucoup de souvenirs, qui me rappelle cette salle de conseil, Oui. pas très loin, avec ces portraits masculins un peu 50 partout. portraits masculins. Et aussi, quand j'ai joint le Mouvement Desjardins, Oui. force est de constater que le mouvement, à ce moment-là, était plutôt à l'intérieur d'une communauté Oui. plutôt francophone du Québec, plutôt régionale, avec donc beaucoup de vigueur, beaucoup de belles valeurs, mais une ouverture un peu variable à l'ensemble des communautés, on va se le dire. Et puis une ouverture aussi qui était très mitigée sur l'ensemble de ce qui se passait sur la scène canadienne. Ouais. Nos statistiques à l'époque, pour avoir été dans une autre institution, étaient aussi plutôt faibles, force est de Travail à constater, faire. au niveau des hommes et des femmes et de d'autres communautés. Et donc, pour moi, ça a été extrêmement important de rendre ça très, très clair, à la fois au conseil d'administration, à la fois, en fait, aux équipes. J'ai eu affaire, compte tenu de la crise financière, c'est 2008 à ce moment-là, donc ça nous a amené à des transformations dans toutes les organisations, certainement à la Royale, comme ça l'était chez Desjardins. Et j'ai profité de ce moment de crise pour apporter un peu une rupture, pour dire le moment est venu qu'on soit capable de bâtir nos équipes avec plus de diversité, certainement hommes-femmes pour commencer, puis ensuite de ça, on pourra continuer d'évoluer. Tout à fait. Et de se donner des objectifs mesurables. Parce que si on n'a pas d'objectif, c'est pas juste une question de chiffres, comme tu disais, tu as parfaitement raison. Ça doit aller bien au-delà de ça. Mais le chiffre... Il faut commencer quelque part. Oui. En fait, a tendance à te dire ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Alors ça a été une première étape. Et par la suite, de faire en sorte que très souvent, et c'est là que le rôle des leaders et des organisations et des entreprises est si important sur le volet de diversité, équité, inclusion, c'est qu'on a des leviers d'influence. Et donc, moi, je me rappelle très bien sur les processus de recrutement. Ah ben non, Monique, on n'a pas de femmes, par exemple. Ou on n'a pas telle personne de telle communauté. Impossible. Impossible. Voyons donc. Impossible. Qu'on ne choisisse pas faut creuser la personne, on va voir. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un bassin de candidatures plus diversifié? Et donc, combien de fois? Il a fallu que j'avais pratiqué un peu mon affaire chez RBC, je dois avouer. Et par la suite, j'ai refusé des bassins de candidature disant non, je pense qu'on doit faire un autre tour de roue. Et par merveille, le deuxième, troisième tour de roue nous permettait d'aller chercher cette diversité. Maintenant, l'autre enjeu important... Ça a permis aussi, j'imagine, Monique, de développer tes équipes autour de toi, de développer la pensée. Parce que tu vas chercher le talent. C'est ça, Et l'autre question importante, c'est au-delà de ça, c'est de dire après ça, une fois que tu amènes les gens en poste, comment tu les accompagnes, comment tu les soutiens, comment tu continues de faire grandir cette notion de diversité. Et là, tu rajoutes un volet plus compliqué. Parce que la diversité, d'une certaine manière, c'est quasiment, c'est des choses assez concrètes qu'on peut voir, qu'on peut observer, qu'on peut mesurer. Quand on arrive sur l'inclusion, là, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus large. Beaucoup plus large, plus émotif. Là, ça touche les dimensions psychologiques et ça touche les comportements, ça touche les regards, ça touche les inclusions. Les biais qui ne sont même pas très souvent verbalisés, mais qui sont... et ça, il y a encore énormément de travail dans les organisations, de façon générale, et je devrais dire aussi dans la société. Comment tu vis ça de ton côté? Oui, je dirais comme c'est les biais, comme les gens, quand tu parles de diversité et inclusion, ils pensent tout de suite à exactement ça. Diversité culturelle, sociale, ton milieu d'études, où tu as grandi, la couleur de ta peau, mais ils ne pensent pas nécessairement à l'inclusion au sens large. Puis ça, c'est tellement important de nos jours, là, comme ça veut dire quoi une inclusion au sens large? Ça veut dire, bien, comme tu inclus, par exemple, une discussion de santé mentale. Ça fait partie d'être inclusif ou exclusif. Est-ce qu'on porte jugement sur des situations qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas? Puis comment est-ce qu'on crée un environnement, justement, qui, selon la personne, se sent accepté, intégré, dans la communauté ou en affaires? Puis la réalité, c'est que malheureusement, il y a encore du travail à faire. Je le remarque même moi-même. Moi, là, il y a 3 ans seulement, là, ou 3 ou 4 ans, j'avais vu un de mes sondages employés pour RBC, et puis on
on est des leaders, mais il y a du travail à faire partout. Il y a des améliorations tout le temps, c'est continu. Et j'avais lu un sondage, un commentaire d'un employé qui disait en grosses lettres, ça m'a vraiment marqué, là, je fais que je le partage, RBC au Québec est raciste. Moi, là, j'avais 4000 commentaires employés, 4000 super beaux commentaires, des commentaires avec des améliorations, tout ça. Un super beau rapport d'engagement des employés, tout ça, comme le travail qu'on fait pour vraiment accompagner nos gens, développer nos gens et les faire sentir inclus, justement, dans tout ce qu'on fait. Mais là, j'avais un commentaire là, qui était vraiment, là, qui ressortait de la pile, mais vraiment inquiétant. Puis qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu ne sais pas c'est quelle équipe? C'est qui? Évidemment, c'est confidentiel. Écrit en ce gros. Moi, j'ai pas dormi, je te jure, là, pendant 2 semaines. J'ai tellement pris personnel. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je répare ça? Il y a quelque chose qui se passe quelque part dans une de mes lignes d'affaires. Je ne sais même pas laquelle. Comment est-ce que je répare ça? Là? Quelque chose qui se passe. En tout cas, avec le temps, en incluant, en augmentant les discussions au niveau de l'inclusion, parce que c'était pas un problème de racisme, c'était un problème d'inclusion. Ça se voyait juste par la façon que c'était écrit. Évidemment, on a trouvé c'était quelle équipe, parce que les employés ont commencé à s'exprimer, ont commencé à appeler la ligne 1-800. Voilà. Je dis, là, c'est ça le speak-up. Quand je vois des choses comme ça, je ne vais pas pointer du doigt quelle équipe qui sait, mais j'ai besoin de savoir comment on peut vous aider. Alors, c'est correct si vous ne venez pas nous voir, nous, mais appelez au moins la ligne 1-800 tellement pour qu'on fasse le changement ensemble. Nadine, parce que tu me partages cette réaction-là. C'était très profond. Et je dois te dire, un autre élément où on se rejoint, particulièrement chez Desjardins. Alors, cette dimension de sondage aux employés, évidemment... très important, le feedback. Très important. Puis on a fait des progrès. Puis d'ailleurs, quand je regarde Desjardins aujourd'hui, avec mon successeur, tu sais, le momentum là, sur la dimension diversité, équité, inclusion est très grand, puis sur le développement des femmes, donc coup de chapeau. Tout à fait. Mais je m'étais intéressée à un moment donné à regarder, effectivement, comme toi. Il y avait creuses, là, tu trouves. La seule chose, c'est qu'il y avait un petit peu plus de personnes à regarder. Donc, les commentaires. C'est inquiétant, hein? Et je me rappelle, surtout au début, puis là, je retourne un petit peu en arrière, quelques commentaires qui m'avaient beaucoup troublée. Et là, ce que j'ai décidé de faire, parce que là, je me disais comment... Parce qu'il faut voir que l'organisation était beaucoup plus décentralisée. Là, les modes de fonctionnement étaient différents, les instances étaient différentes. J'ai décidé, comme présidente, d'écrire un mot. D'ouvrir une ligne, en fait, même, qui était une petite ligne courriel très simple, en disant, si vous avez un partage, si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, on peut seulement corriger, travailler sur les choses qu'on connaît. S'il vous plaît, sentez-vous en confiance, et c'était dans un mécanisme anonyme. Et ça nous a permis de recevoir des inputs. Alors donc, cette dimension du leader, si on revient, puis je pense que ça va, maintenant moi je suis plus administratrice de société, donc au niveau des conseils, je pense que créer ce climat d'ouverture, ce climat où les gens se sentent à l'aise de partager, d'exprimer, c'est le début et le chemin essentiel pour favoriser un environnement inclusif et qui est fondamentalement un dialogue que tu veux engager. Je te dirais que quand je regarde ça, il y a peut-être une autre expérience qui m'a beaucoup marquée. Et peut-être ça va te sonner une cloche aussi, compte tenu de ton vécu dans plusieurs pays. J'ai eu à un moment donné à agir comme présidente d'une organisation qui s'appelle l'Alliance coopérative internationale, qui regroupe au fond les coopératives d'à peu près une centaine de pays. Et donc, de réaliser que d'abord, la diversité, on l'avait d'une certaine manière, sauf la diversité homme-femme, sur laquelle il a fallu travailler. Mais la dimension de l'inclusion était extrêmement complexe. Parce que je me suis rendu compte qu'on peut dire les Asiatiques, mais les Asiatiques, attention, là, il y a le Japon, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Népal, ce n'est pas un milieu qui est totalement homogène. Les comportements, quand vous vous retrouvez au Japon, ça n'a rien à voir des Chinois, voire des Indiens. Et donc, des choses qui, pour moi ici, et j'ai vécu personnellement des choses où je me dis, avec une proximité même physique à certains moments, que je me disais, mais c'est pas possible que je vive ça. Sur quelle planète suis-je? Puis on est chanceux au Canada, on a travail à faire, mais
on représente bien en général là, avec différentes communautés. Exactement. Oui. Et moi, quand je regarde les choses aujourd'hui, donc je me dis que sur le plan sociétal, je pense qu'il y a des démarches qui ont été prises. Si je regarde par exemple au Québec, le gouvernement du Québec, quand il a décidé d'amener la notion de parité sur les conseils d'administration, ça a eu un impact extrêmement important sur l'ensemble de l'écosystème économique. Je pense qu'au Canada, de façon générale, nos dirigeants politiques ont aussi un engagement assez clair. C'est pas vrai, par ailleurs, sur l'ensemble du monde. Et il y a actuellement, il faut se le dire, des tendances. Moi, j'ai toujours regardé à un moment donné, comme plusieurs, les États-Unis comme étant un pays qui, au fond, avait un certain momentum, un certain impact sur la démocratie, sur le dialogue entre les différentes parties prenantes. Et quand on regarde actuellement, on ne va pas faire de politique aujourd'hui, mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, sans parler de d'autres pays, il y a cette montée de populisme, cette montée parfois d'extrême droite, voire d'extrême gauche, en fait, l'un ou l'autre, là. C'est pas toujours ce qui permet un heureux dialogue, une inclusion, une diversité qui est la plus productive sur le plan de la société. Monter au même prix dans le temps. Monter au même prix dans le temps, oui, ça me préoccupe parce que je me dis, bien, bon, évidemment, on va commencer par s'occuper de nos communautés, de notre pays, de notre milieu, puis gérer ce qu'on nous on peut contrôler, mais tu te dis, bien, tu veux pas être dans cette situation-là. Fait que je pense pas qu'on le serait, là, mais j'ai un exemple qui vient en tête comme, oui, ça m'inquiète ce qui se passe aux États-Unis. Malheureusement, c'est des voisins. Alors, j'espère qu'ils vont et notre économie est liée. C'est ça, très, très liée, malheureusement. Et notre situation géopolitique est aussi très liée à ce qui se passe là-bas. Oui, mais en même temps, je me dis, mais il faut qu'ils s'occupent de leurs affaires aussi. Mais nous, là, le Canada, comment est-ce on vit encore beaucoup de ségrégation? J'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps au niveau, bien, si on pense à l'histoire du Canada au niveau des communautés autochtones. Il y a encore beaucoup de travail. C'est profond, là. C'est profond. L'histoire que nos communautés autochtones ont vécue, c'est dramatique, là. C'est drastique, c'est vraiment triste. Et au niveau des écoles en particulier. Donc, mais j'ai été dans une situation récemment, justement, où j'étais mentor pendant 2 ans avec les MBA de Concordia. Oui. Et bon, c'est plusieurs discussions tous les mois avec les étudiants. J'en ai appris tellement. Ça a été vraiment aussi enrichissant que des deux côtés-là. Mais une de mes dernières discussions avec ce groupe-là, avant qu'ils finissent leur 2e année, on avait un invité, justement, de la communauté autochtone du Québec. Et on avait une discussion vraiment, vraiment ouverte. Et j'ai tellement senti... moi, je ne suis pas une spécialiste, là, mais je voulais juste comprendre comment est-ce que la personne se sentait dans ce qui se passe au niveau de la réconciliation, puis qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'individu, ou qu'est-ce que RBC ou les organisations du Québec ou du Canada peuvent faire pour encourager la réconciliation davantage, plus rapidement. Et je peux te dire, j'en avais même parlé avec ma directrice de communication, j'ai senti la réponse, c'est tellement malaisant parce que c'est pas nous, là, c'est que les difficultés sont tellement profondes et l'histoire est tellement profonde, puis pas d'un côté positif, malheureusement. Là. Il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a des gestes faire, à poser. là. Moi, j'ai une petite anecdote que je trouve très prometteuse. Alors, je préside, en fait, le conseil d'une société d'État du Québec. Et puis, donc, il y a différentes règles, donc la notion de parité, la question des jeunes. Et à un moment donné, je me suis dit, donc on avait la dimension régionale, donc tout ça était respecté, mais nous n'avions absolument personne du milieu autochtone. Et il y a encore de l'exclusion. Et on a invité 2 personnes, une extrêmement formée, sophistiquée, etc., mais qui est de cette origine, et l'autre qui est quelqu'un qui vit dans le milieu. Et on a eu cette semaine, en fait, une rencontre du conseil, les perspectives des 2. D'abord, une des personnes est arrivée avec un angle de discussion, de remarque, de conclusion qui était fondamentalement différent de ce qu'on pensait. Tout à fait. Et on s'est rendu compte aussi, sur le contenu, qu'il y a des morceaux qu'on était en train de complètement, en fait, de ne pas voir. Pas voir. On ça n'encourage pas la réconciliation. Sur un an, non, absolument pas. Non. Donc, je me dis qu'il y a des gestes à poser et peut-être que quand je regarde toute ton expérience, puis je pourrais compléter par la suite, quels sont les éléments que tu dirais là, les plus critiques en termes de, appelons ça, de
facteurs de succès Ouais. ou d'éléments qui t'apparaissent fondamentaux pour qu'on continue de progresser dans ce Bien, je dans dirais ce jamais, dialogue? mais OK, non, je vais commencer par plutôt, je suis très optimiste parce que le monde change autour de nous. Ouais. Nos nouvelles générations, nos jeunes grandissent dans des attentes que la diversité et l'inclusion et l'inclusion au grand I soient respectées. Ils n'ont pas peur de faire du speak-up, même si tu leur C'est demandes vrai. pas. Il faut le demander, mais quand tu poses la question, tu C'est as la vrai. réponse. Ça, je Oui. te garantis. Donc, poser les questions, creuser comme on le fait dans tout ce qu'on fait. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui va s'ouvrir. Hein? Donc, de ne pas avoir peur de poser la question, jamais prendre pour acquis que même si on vit dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus inclusif, on est chanceux au Canada d'avoir une belle diversité et des belles valeurs. Il y a encore, comme des exemples qu'on a donnés, du travail à faire, même quand tu leads, par exemple. Je dirais, c'est jamais prendre pour acquis. Le travail n'est jamais fini. Savoir qu'est-ce qui fonctionne, où est-ce qu'on a fait des améliorations en tant que personne, individu, société, entreprise, parce qu'il y a beaucoup de beau travail qui a été fait et ça continue, mais aussi comprendre ou identifier où il y a encore des énormes gaps, dont l'exemple de nos... C'en est un parce que c'est frais sur la table en ce moment, là, de nos communautés autochtones. Comment est-ce que nous tous, on s'assure de créer cet environnement inclusif pour le futur? On ne changera pas le passé, mais on va bâtir un futur plus positif pour les communautés autochtones au Canada. On peut le faire, mais il faut comprendre, il faut être ouvert d'esprit. Des actes comme toi, tu as posé, à inviter justement des gens de la communauté pour vous parler, pour répondre à vos questions, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et être autour de table aussi. Oui, et être autour de table. Et peut-être même faire les communautés autochtones à travers Je suis en train de penser à ça, justement, à comme me promener à travers le Québec, parce qu'il y a des différences entre les 5 communautés autochtones partout au Québec. Énormément. Donc, comprendre c'est quoi qui est important pour eux, puis comment est-ce qu'on peut s'entraider et travailler ensemble. Donc, pour moi, jamais rien prendre pour acquis. Toujours continuer la conversation sur l'inclusion, parce que pour moi, la diversité, là, c'est comme... Là, ça devrait faire partie de ta vie, là, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'organisation. Passons la conversation au mot inclusion, puis qu'est-ce que ça veut dire, se sentir inclus dans une communauté, dans une entreprise ou comme individu. Puis créons cet environnement-là autour de nous, là. Puis quand tu vois quelque chose qui ne devrait pas être dit ou fait, bien, il faut en parler. C'est comme ça que ça va changer. Garder les objectifs. Continue à monter les objectifs, mais il faut en même temps, je pense, garder un équilibre parce que la diversité, c'est tout le monde. Absolument. Ouais. J'aimerais, en fait, rebondir peut-être sur certains des points. Je vais y aller avec des C, parce qu'en t'écoutant, ça m'est venu. Puis bon, alors je me dis, moi, ce que je vois comme élément essentiel dans cette poursuite de diversité, équité, inclusion, c'est de poursuivre la conversation. Oui. La conversation amène d'abord un échange. Tout à fait. Amène un autre C, une communication. Ouais. Puis la communication, ben, c'est à la fois dire, mais c'est à la fois écouter. Ouais. Et ça, c'est le point de départ. Ouais. La communication nous amène à la connaissance. Mm-hmm. Parce qu'en matière de diversité, d'équité, inclusion, je pense qu'à un moment donné, il y a une dimension de connaissance de l'individu. L'éducation à faire. Connaissance de l'autre, la dimension de l'éducation. Ouais. Ça m'amène à dire qu'après la connaissance, ça te prend de la conviction. Oui. Alors, la conviction, puis je pense que des leaders comme toi et d'autres, on le vit. Ouais. Et si on a cette conviction profonde, ça va nous amener à amener d'autres à partager cette conviction. Et je pense qu'avec ça, on est capable de bâtir la confiance. J'adore tes C. La je vais les garder. La confiance, la communication. Exactement. Je vais rajouter la connexion, la connaissance. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, cette confiance fondamentale qui est à la base de toute relation humaine et de ce que l'on est, parce qu'il y a quelque chose que ma mère, je vais peut-être conclure là-dessus, m'a toujours dit, elle m'a dit, Monique, on peut avoir bien des choses dans la vie, mais à la fin, plus on avance, elle est décédée, elle avait 96 ans, avec toute sa tête et tout ça. Elle me dit, c'est la relation avec les personnes. Tout à fait. Qui est la chose la plus importante. Le reste, finalement, a tendance à disparaître. Alors, soyons à ce moment-là des personnes qui propageons cette confiance. C'est super inspirant. Ça me fait penser à... On me demande souvent, c'est comme quand tu penses à une célébrité ou quelque chose qui est quelqu'un qui t'inspire. Je pense souvent à Maya Angelou. Les gens vont oublier ce que tu as dit, ils vont oublier ce que tu as fait, mais ils ne vont jamais oublier comment tu les as fait sentir. Pour moi, la discussion qu'on a eue aujourd'hui dans
ton aspect de connexion, connectivité, communication, confiance. Moi, ça vient me chercher parce que c'est exactement ça. Tu ne peux pas avoir un impact en tant que leader aujourd'hui, que ce soit en tant que gestionnaire ou au niveau de la diversité et inclusion, si tu n'es pas connecté avec tes gens, avec tes clients ou tes équipes ou tes communautés ou ton conseil. Il faut absolument que les valeurs soient reflétées dans qui tu es et dans qui ils sont autour de toi. Alors c'est un bonheur, Nadine, d'avoir échangé avec toi. C'est un plaisir, Monique. Sur tous ces éléments-là et de pouvoir voir qu'à travers des parcours un peu similaires, une différence aussi d'âge qu'il nous faut reconnaître, ça fait partie de la diversité, ça Tout aussi. À fait. On échange de façon, je dirais, profonde sur plusieurs sujets sur lesquels on se rejoint. Alors, merci beaucoup du partage. Alors, ça m'a fait plaisir également. Merci, Monique.